Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où des amis jasent de crime autour d'un bon café. Je serai votre animatrice aujourd'hui, Audrey, et bien entendu, je suis avec ma partner du beau temps, du mauvais temps, Catherine. Comment ça va? Hello, ça va bien, un petit peu fatiguée, mais ça va. Yeah, on t'a récupéré des bureaux du FBI parce que t'en savais trop. Oui, ben c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est parce que je reviens de Guantanamo Bay où j'ai rencontré Hillary Clinton. Puis elle va bien, elle me fait dire bonjour. Oh. Fait que, ben c'est ça, le FBI a été assez gentil de me libérer parce que finalement je ne connaissais rien sur les cabales qui kidnappent les enfants. Fait que ça servait à rien de me garder là-bas. Non, finalement. Ce serait speed comme visite à Cuba. Finalement, t'es vraiment fooled. T'es eu. Ouais, c'est ça. Ils t'ont cru. J'ai même pas eu le temps de boire un petit slush rouge d'hôtel avec du rhum dedans. J'ai même pas eu le temps de boire ça. Oh, maudit. Mais là, vous l'avez entendu, Megan est de retour parmi nous, on l'a gardé. Encore là. Oui. Le FBI n'a pas gardé Catherine, mais nous, on a gardé Megan. C'est ça. C'est quasiment c'est le meilleur bargain. C'est quasiment aussi fun qu'à Guantanamo ici. Oh. Wow. Il y a moins de heavy metal qui joue vraiment fort pour nous torturer. J'ai besoin de ma tune de Whitesnake qui joue en boucle toute la journée. Oui, Here c'est I Whitesnake. go again On my own. Il faut-tu jouer ça à Guantanamo Bay pour vrai? Parce que j'aime ça, cette tune-là. Ouais. Ah, cool, ok. C'est tellement drôle que tu dis ça, parce que moi, ça fait comme une semaine que j'ai la chanson Never Tear Us Apart de In Excess de Poggy dans la tête. Oh! Oui. C'est une bonne chanson, ça. Mais c'est une tune de Guantanamo aussi? je J'aimerais ça penserais une pas, playlist de Guantanamo In Bay. Excess, c'est plus comme du 80s pop rock. Ouais. Oui. Mais je dis In Excess, mais c'est la version de Paloma Faith que j'ai dans la tête. Mais ah ben là. Mais c'est parce que je veux pas que les gens nous écrivent des messages pour dire comme « Oh, c'est pas une chanson de Paloma Faith. » Bon. On va fatiguer à my des auditeurs. Ben non, Ouais, ils sont ça, pas il y a partout. jamais personne qui nous écrit des affaires. Il y a juste quelqu'un qui nous aurait dit « Juste pour votre épisode de correction. » Ah, ben Ben ouais, non, non. Je connais mes années 80. J'étais pas là, mais je connais. Refuse. Alors Catherine, Ouais, de qu'est-ce qu'on jase aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais mettre un peu de mystère dans votre café et je vais vous raconter l'histoire de Madame Victoria, qui est une femme dont le corps a été retrouvé près de l'hôpital Royal Victoria en 2001 et dont l'identité est encore à ce jour mystérieuse. Oh mon Dieu, c'est la cabale satanique. Oh! C'est la cabale satanique, probablement. C'est probablement un clone d'Hillary Clinton, mettons. Une autre victime dans le Clinton body count. C'est une autre... Oui, exactement. C'est probablement ça que c'était. Alors... C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Alright. Avant de se lancer dans ce mystère, bien entendu, nous allons vous faire une recommandation de café. Et ma recommandation aujourd'hui, ça va être pas un café dans le sens de la boisson, mais un café dans le sens d'un endroit. Alors, le café que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, c'est le café Sao, qui se retrouve sur Delorimier, près de Sherbrooke, donc entre Ontario et Sherbrooke. C'est tout petit, c'est à peu près grand comme mon salon, mais moi, le vendredi, c'est ma journée de félicitations, t'as traversé une autre semaine. Alors, bon, je prends une longue marche et je m'arrête pour m'acheter un latte au lait d'avoine au café Sao. Et les employés sont toujours très sympathiques et très accueillants. C'est très chaleureux comme endroit, même si c'est tout petit. Je trouve que c'est honnêtement un des meilleurs lattés au lait d'avoine que j'ai jamais bu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, peut-être de l'amour, mais oh, j'espère. Je le trouve particulièrement excellent. On dirait qu'il y a comme un petit goût épicé quasiment. Puis le verre est vraiment très cute. Aussi comme le verre de transport est vraiment très cute. Alors, je voulais recommander, c'est le café Sao, situé sur Delorimier entre Ontario et Sherbrooke. En plus, c'est tout près de plusieurs parcs, donc si jamais, présentement, avec le début du déconfinement, vous êtes toujours pas à l'aise de rester à l'intérieur, c'est très correct, c'est très valide comme sentiment, aller prendre un café là, monter jusqu'à Sherbrooke, puis aller le déguster au Parc La Fontaine avec votre ami, votre partenaire, un collègue qui vous a manqué. Donc, c'est ma recommandation, le café Sao, un petit endroit vraiment très mignon qui vaut la peine d'être découvert. Oh. Alors... C'est une belle recommandation. Oui. Alors, maintenant,
Oui, Mégane. Ouais, j'étais juste en train de dire que je regardais les photos sur Google Maps pendant que tu disais ça, puis c'est vrai que les verres, ils sont vraiment cute. Je vais y Oui. aller. Ok. On ira ensemble, nous trois, puis on va pouvoir comme aller jaser au parc à côté. Il y a un parc à Oui. chiens en face, donc en plus, tu peux regarder des chiens jouer. Oh yes! Mon Dieu, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment... je vous le recommande. Alors, Catherine, nous sommes prêtes à entendre ton histoire pleine de mystères. Pleine de mystères! Ok, mais pour commencer, je dois dire que ce cas nous a été recommandé par une auditrice, Marie-Pierre, qu'on salue et qu'on remercie. Mais, full disclosure, j'avais déjà regardé le reportage d'enquête avant que Marie-Pierre nous recommande de le faire. Puis là, quand on a eu la recommandation, j'étais comme « Ah, ben oui, je connais ça, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire-là. » Ben, vous allez voir justement que c'est un cas qui est un peu différent dans le sens où il y a un mystère, mais il y a pas vraiment de crime. C'est plus comme c'est un corps non identifié, c'est vraiment ça. Fait que c'est comme une mort inexpliquée. Fait que c'est pas mal là-dedans qu'on va se lancer. Puis on va parler beaucoup de forensique puis de sciences biomédicales. Fait que ça rejoint ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est bien moins violent. J'aime voilà. que mort... Il n'y a pas de cabale satanique d'enfants. J'aime que mort inexpliquée, on dirait le nom d'une émission à Canal D au début des années 2000. Oui, mort clairement, inexpliquée. Ce soir à Canal D. Ouais, cadavre non identifié à Canal D. Fait que là, mes sources sont le reportage d'enquête, qui est en 2 parties, parce qu'Enquête a fait un reportage pour, comme, en gros guillemets, rouvrir le cold case. Et ensuite, il y a eu comme une petite chronique de suivi. Puis là, par la suite, il n'y a plus eu aucune nouvelle. Fait que j'ai trouvé des informations complémentaires sur quelques blogs vraiment petits, là, des petits fringe blogs, là, qui recensent les personnes disparues. Mais à part de ça, c'est tout. Fait que c'est pas un cas qui a été énormément médiatisé. J'ai pas trouvé d'articles de journaux mainstream, pas de mise à jour. Fait que j'ai fait mon possible pour voir ce qui s'est passé après le reportage d'enquête, mais vous allez voir que c'est ça. Mes capacités journalistiques ont des limites, à un moment donné. On fait notre mieux. Fait que si vous détenez... Et donc, si vous détenez des informations sur ce cas, ou d'autres personnes disparues, ou d'autres corps non identifiés que je vais mentionner dans l'épisode, je vous invite à aller sur le site www.disparu au pluriel -canada.ca. C'est le site de recensement des personnes disparues de la GRC. Je vous invite pas à aller comme fêter ça si vous êtes en train de passer une belle journée puis que c'est un bel après-midi ensoleillé parce que c'est vraiment déprimant de voir comme la quantité de personnes qui sont disparues sans laisser de traces depuis comme les années 50 et qui sont recensées là-dessus. C'est vraiment très triste, mais si vous détenez des informations, ben là-dessus vous allez trouver des fiches pour Madame Victoria, mais plein d'autres personnes disparues, puis aussi des informations des différents comme centres de police à contacter si vous avez des infos. Fait que si vous connaissez des choses, dites-les à la police. La police a besoin de votre aide et vous ne pouvez pas dire non quand Babine vous demande de l'aide. Écrivez pas à unpeudecrime@gmail.com, là, ça sert à rien. Non! on va le renvoyer à la GRC directement. On va forward, on va se faire le middleman. Ah, ça. Bon, alors, voici les faits. Le corps. Première partie, le corps. Le 13 juin 2001, une infirmière de l'hôpital Royal Victoria à Montréal fait une découverte macabre en rejoignant son automobile à la fin d'une journée de travail. Son automobile est stationné dans le stationnement numéro 3 de l'hôpital et c'est comme le stationnement est au pied d'une petite butte et juste l'autre bord du petit truc de béton, là, tu sais. Il y a un petit boisé, là, puis il y a une petite butte, puis tout. Il y a un crâne humain en état avancé de décomposition. Alors, l'infirmière est à la... tu t'attends pas à ça quand tu finis ton chiffre au Royal Victoria ou au Allen Memorial Institute qui est juste à côté. C'est pas l'Halloween en plus, fait que... Non, c'est pas l'Halloween, on est en juin. C'est le Summerween. On est vraiment... Ouais, mais il y a des gens qui sont vraiment comme à l'avance et primés, là. Ouais. Mais, en tout cas, fait qu'elle est alarmée, avec raison aussi, et elle appelle aussitôt la police. À ce moment-là, aujourd'hui, l'hôpital Royal Victoria, c'est plus là. À ce moment-là, l'hôpital Royal Victoria était dans ses installations de base. C'était au 687 avenue des Pins Ouest. Et c'est ça qui est, justement, adjacent au Allen Memorial Institute. Fait que ça fait partie du complexe hospitalier qu'il y avait en flanc de montagne dans le coin de McGill avant. C'est un grand édifice aux allures de château qui est construit justement en flanc de la montagne. Et je vous ai fait son histoire parce que j'aime ça, les parenthèses historiques. L'hôpital a été fondé en 1893 et il a été bâti à la demande de 2 magnats des chemins de fer qui étaient tous les deux des lords, qui avaient des noms que je trouvais complètement tweets. Alors,
C'était Lord Strathcona and Mount Royal et Lord Mount Stephen qui ont demandé en fait la construction de l'hôpital. L'hôpital est dessiné par un architecte écossais, parce que pourquoi pas, et il le conçoit dans un style baronial écossais en s'inspirant d'une aile de l'hôpital d'Édimbourg. Lord Stratter Potter, on dirait un personnage de François Pérusse. Lord Stratter Potter. Lord Strathcona and Mount Royal, je trouvais ça très spécial comme nom. Fait que l'hôpital est aménagé là, tu sais, à partir de la fin des années 1800, éventuellement il passe au feu, il est reconstruit, blabla. Et là, depuis 2015, il est déménagé pour intégrer le CUSUM, le Centre universitaire Santé McGill, à Glen, qui est sur le bord de l'échangeur Turcot, la place cauchemardesque où personne veut jamais être pogné dans le trafic. No. Et depuis ça, ben tu sais, les installations originales de l'hôpital existent encore et apparemment pendant la pandémie, le site serait devenu un centre d'isolement pour les personnes itinérantes dans la région de Montréal. Comme quoi, la ville n'a pas uniquement des hosties d'idées de merde dans ce qui a trait à la gestion des populations itinérantes. Oh my god, c'est la fin de ma parenthèse historique et de mon rant politique. Écoute, fait que... Hey, ça, c'était le moment controversé, là. Ouais, c'était le moment controversé. Moi, je trouve qu'on en fait vraiment pas assez pour le monde qui sont en situation d'itinérance. Puis j'étais comme contente de savoir que ce building désaffecté-là avait été comme réutilisé à bon escient pendant la pandémie, qui est une période cauchemardesque pour le monde itinérant. Yes. OK. Fait que là, on a fini mon petit rant politique et historique. Bon. Fait que là, il y a un crâne dans le parking, là. Puis là, il y a 2 enquêteurs qui sont appelés sur les lieux. Ce sont les sergents détectives, ou comme qu'ils disent dans District 31, les SD. Gilles Raté et Mark Fredericks, du SPVM. Je m'excuse, mais quand tu dis qu'il y a un crâne dans le parking, dans ma tête, ça fait « Il y a un crâne dans le parking! » Brouillard sur le cimetière. Oui, c'est exactement ça. Donc, les SD Raté et Fredericks se pointent dans le stationnement. Et ouais, je sais pas où lui. Fait que là, il se demande mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est bien un crâne. Mais que fait-il là, ce satané crâne? Alors, comme Hercule Poirot, il décide de mener une enquête parce que c'est ça leur job. Et là, il lisse leur belle moustache. Il scrute les alentours. Puis, comme je l'ai dit, le stationnement se trouve au bord d'un boisé, au pied d'une petite pente. Fait que là, la police est comme, peut-être que le reste du corps se trouve en haut de la pente. Hey, parle-moi de ça, des bonnes idées. Hey, c'est facile l'enquête jusqu'à là. La déduction, hein, c'est logique. Hey. C'est très logique. Fait que là, ils ont utilisé toutes leurs skills de déduction pour monter en haut. Puis le boisé qu'il y a, c'est pas un beau petit boisé pour aller jogger avec ton chien le samedi matin ou pour jouer les tam-tams sur Mont-Royal. Là. C'est très, très touffu. C'est pas aménagé du tout pour marcher. Fait qu'ils réussissent à monter là, tu sais, mais on dirait qu'il y a personne qui s'est promené là depuis un bout, là. Mais en haut du petit talus, il y a effectivement un corps. Fait que là, le corps, c'est celui d'une femme. Il est en état de décomposition assez avancé. Il est recouvert de plusieurs couches de feuilles. Fait que tout ça, ça indique à la police qu'il est là depuis au moins 1 automne, 2 automnes. Possiblement 2 ans. La police estime la mort de la femme à 2 ans, justement en 1999, en considérant l'état de décomposition avancé du corps. Parce que, tu sais, l'affaire, c'est que si la tête a fini par se détacher, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est allé la tirer, la pitcher en bas du talus, c'est juste les tissus qui se sont complètement défaits. À ce stade-là, c'est plus un squelette qu'autre chose. Il y a un détail qui intrigue immédiatement les policiers ratés. Le cadavre est vêtu d'une chemise et d'un pantalon d'hôpital. Donc, l'uniforme qui est habituellement associé aux employés d'un hôpital. Oh! Fait qu'il porte des scrubs gris. Les vêtements sont de taille large. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une infirmière bien en chair du Royal Victoria qui serait décédée en prenant une marche dans le boisé touffu il y a 2 ans et que personne n'avait jamais cherché là? C'est la première hypothèse de la police. Elle s'est évanouie dans la nature, quite literally. Quite literally. Alors, sur les lieux, sont aussi trouvés des running shoes blancs et turquoise. Puis là, il y avait un article qui disait blanc et violet, mais dans la vidéo d'enquête, il y avait des photos, puis il était pas violet pantoute. Je sais pas si c'est les daltoniens qui ont fait ça. Ah non, il y a quelqu'un qui a appris qu'il était daltonien. Ah, c'est ça. C'est ça. Ses souliers sont clairement turquoise. Non, c'est vert. C'est bleu-vert. C'est pas mauve pantoute. Fait que là, il y avait des running shoes blancs et turquoise pour hommes, de pointure 8 et de marque Aérocourt, qui est une marque qui n'existe plus aujourd'hui parce que, apparemment, selon le reportage enquête, c'était bon marché. Et moi, je dis que c'est probablement cheapoon. Fait que ça existe aujourd'hui. Donc, ça, c'est une enquête de fond, là. Les souliers cheapoon. J'ai fait une enquête de fond. Le soulier cheapoon, le corps, les scrubs, bon.
Il ne reste du corps que des ossements éparpillés, mais il y a des cheveux, tu sais, des cheveux dans le bois, puis des cheveux sur le crâne, là, bon. Il y a aussi un dentier et une seule dent. Fait que là, le corps non identifié, la police va le surnommer Madame Victoria, parce que c'est l'hôpital Royal Victoria, ils sont pas très originaux. C'était des policiers, pas des écrivains. Mais c'est pas pour s'en s'en souvenir, c'est des policiers, pas des scénaristes. Non, c'est pas des scénaristes, exactement. Fait que là, comment on fait à partir des bouts de squelette pour statuer sur l'identité du corps? Comment? Ben, on le ship au laboratoire médico-légal de Montréal. CSI Montréal. CSI Montréal. Exactement! CSI Montréal. Et l'identification des corps, ben c'est leur responsabilité, tu sais, en général, là, quand les cadavres n'ont pas leur portefeuille dans leur poche, mettons, là. Fait que, bon, le corps est envoyé là-bas, et l'affaire est confiée à une certaine anthropologue judiciaire qui s'appelle Cathy Reich, dont vous avez peut-être entendu parler. Oh! C'est une anthropologue judiciaire, elle est américaine et elle écrit des romans policiers, mais elle a travaillé longtemps, c'est ça, à Montréal, elle parle français et tout. Fait que c'est elle, par hasard, qui reçoit le dossier de Madame Victoria. Alors, Cathy Reich va se mettre à la tâche. Elle prend des mesures du crâne, du corps, elle constate la détérioration des tissus, etc. Elle entre les données dans un ordinateur et bam, il y a une analyse. Je sais pas comment ça marche. Il y a un match. Non, mais la magie! Ça avait l'air assez mystérieux. Mais dans CSI, c'est toujours comme ça. Ils rentrent quelques données dans l'ordi, puis là, il y a des barres oranges qui montent, puis ils sont comme « Match! » Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ça marche, C'est comme ça que ça marche. Le forensique. Ben, ça avait l'air d'être ça. C'est le forensique en général. Mais ça avait l'air d'être ça quand Cathy Reich, elle l'expliquait dans le reportage d'enquête. Mais, en fait, c'est pas un match parce qu'on sait pas c'est qui, tu sais. Mais, on a des informations plus claires. On sait maintenant que c'est une femme, blanche, et que la femme souffrait d'ostéoporose et d'arthrite. Donc, tout ça, ça indique que Madame Victoria aurait eu entre 50 et 70 ans, ce qui, selon Cathy Reich, qualifie comme un âge avancé. Oh boy! je trouvais que c'était bitch pour le monde qui ont entre 50 et 50 ans. 50 ans, c'est jeune. 50 ans, c'est jeune. Mais Cathy Reich était jeune quand le reportage d'enquête a été fait aussi, là, pis elle était comme, oui, c'est une dame avec un âge avancé, et puis j'étais comme, oh mon Dieu. À 50 ans pour Cathy Reich, t'es basically dead. T'es une vieille comme madame. au pas de la porte de la mort, là. Ben, c'est ça. Fait que, Sinon, on pense que Madame Victoria mesurait entre 1m62 et 1m75, ce qui est une grosse marge, quand même. Et on sait qu'elle avait les cheveux poivre et sel, et que ses cheveux étaient ondulés. Ça, on sait parce qu'il y avait des cheveux. Bon, je vois ça. Fait que là, malgré toutes ces conclusions qui nous en disent déjà pas mal, il est impossible pour Cathy Reich de déterminer une cause de décès. Parce que, à ce stade-ci, il reste juste des ossements. Là, je vous apprends tout comment ça marche, ce CSI. Prenez des notes. Fait que là, il reste juste les os. Puis sur les os, il y a pas de traces de violence. Fait que là, ça élimine d'emblée certaines causes de mortalité. Style, si elle s'était fait poignarder dans la tête, ça aurait laissé des traces sur ses os. Si elle s'était fait battre à mort, ça aurait laissé des traces sur ses os. Mais ça n'écarte pas tous les types de causes de décès qui sont violents. Style, elle aurait pu être étranglée, ça aurait pas laissé de traces sur ses os. Bon. Fait qu'on peut en éliminer certaines, et à cause justement du fait qu'elle avait de l'ostéoporose puis l'arthrite puis tout ça, Cathy Reich, elle pense que c'est probablement plus une mort naturelle, mais c'est ça, on peut pas écarter des hypothèses comme la strangulation ou même un empoisonnement. Ça devient un peu dramatique, là. Au fentanyl! Ouais, mais c'est... Effectivement, ça devient bien dramatique. Fait que là, ce que j'ai appris en regardant le reportage, c'est qu'il y a plein de manières de tuer des gens qui vont pas laisser de traces sur les ossements, pis ça, c'est une bonne affaire à se rappeler, si on est, mettons, comme le crime organisé ou quelque chose comme ça. OK. Que nous ne sommes pas. C'est ça. Que nous ne sommes pas. Non, mais tu sais, je voulais juste vous instruire. Fait que là, les SD et Frederick, c'est raté. Néanmoins, ont une théorie quant à la mort. Oh! Eux autres, ils écartent d'emblée la thèse de l'homicide. Eux autres, ils disent que c'est en raison de l'emplacement du cadavre. OK? Mais je pense que t'aurais pu aller sur le boisé entre le Royal Vic puis le Allen Memorial puis étrangler quelqu'un. Je vois pas pourquoi ça écarte la thèse de l'homicide, mais pour si eux, tu dis que c'était puisque... touffu, oui, ben oui. je veux dire, un bois pourquoi pas? assez couvert, tu peux y aller. Ben là, si t'es En fait, non, allez-y, faites pas ça. une sympathique infirmière poivre et sel bien en chair qui sort du Allen Memorial puis qui se dirige vers le Royal Vic, puis là qu'elle est pourchassée par un ou une craquée mentale sur le talus, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Voilà. Craqué mental est un terme qui est sans doute dans le DSM. Tout le monde sait que je sais de quoi je parle. Non, c'est une blague, absolument pas.
Fait que là, selon eux, ce n'est pas un homicide, et c'est bien plus probablement une dame qui était à l'hôpital, peut-être à l'hôpital psychiatrique ou à la Memorial, qui est partie de l'hôpital parce qu'elle était en crise, et qu'il y a eu un malaise en marchant entre les pavillons puis qui est morte. Elle a volé des scrubs pour sortir. Ben là, ça, c'est le bout qui est très mystérieux, mais on va y revenir beaucoup plus tard, là. Ils vont comme adresse la question, mais comme 25 minutes plus tard dans le reportage d'enquête, que j'étais comme... Bon, ok. Bon. Il y a aussi le coroner là-dedans. Oh! Le coroner Paul Dionne! Il parlait pas comme ça. Le coroner Dr. Paul Dionne, lui aussi, il a une théorie. Selon lui, c'est probablement pas une patiente de l'hôpital. Parce que, lui aussi a des bons skills de déduction, quasiment meilleurs que la police. Il dit, ça peut pas être une patiente, parce que si c'était une patiente, elle aurait un bracelet d'hôpital. Oh! Effectivement! C'est vrai que on avait pas pensé à ça. Ces affaires-là. Ouais, non, c'est ça. Bon. Si t'as pas de paire de ciseaux, t'es pète. C'est ça! Fait que là, lui, il est comme, ben, c'est bien le fun, la police qui pense que c'est une patiente, tu sais, qui sort de l'hôpital psychiatrique pis qui est en crise, mais il est où son bracelet, tu sais? J'aime le Galaxy Brain, il est où son bracelet? C'est vraiment du big brain time, là, ce bout. Mais aussi, la Hélène Institute peut juste checker ses dossiers. Ah oui, c'est vrai, il nous manque quelqu'un. Ouais, c'est ça, il nous manque, ben, c'est une exactement employée. Là qu'on est rendu. Et où? Non, mais je veux dire, vous êtes tout aussi logique que la police, là, parce que c'est exactement là qu'on est rendu dans l'enquête. Fait que là, les SD, Raté et Fredericks commencent par faire le tour de la liste des personnes disparues dans la ville, tu sais, parce que là, ils savent, j'allais dire, quel type de personne c'est. Comme si une femme de 60 ans, c'est un type de personne. Mais en tout cas, ils savent que c'est une femme C'est quoi son d'environ profil? 60 ans. C'est quoi son profil? C'est ça. Non, mais ils savent, c'est ça. Cheveux, poivre et sel, apportait un uniforme qui était telle grandeur, qui était large, était entre telle hauteur puis telle hauteur, là. Telle hauteur de personne. Bon, fait que là, ils checkent les listes de personnes disparues à Montréal. Il y a pas de correspondance. Ensuite, ils vérifient les patients qui correspondent à ces descriptions-là, qui ont été admis puis qui sont ressortis des hôpitaux dans la période qui les intéresse, comme en 1999, il y a personne qui correspond à ça, ni pour le Royal Vic, ni pour l'hôpital général de Montréal. Oh! Fait que là, c'est un cul-de-sac. Alors, comme les recherches ne mènent à rien pantoute et que la police ne sait pas trop quoi faire, elle demande l'aide de l'artiste judiciaire Michel Fournier, un sergent qui est spécialiste de l'identification faciale à la GRC et qui jouit apparemment d'une réputation internationale. Oh boy! Big shot. Mais j'ai pas réussi à trouver absolument rien sur sa vie à lui en tapant son nom à lui. Tout ce qu'il y avait, c'était des articles sur Madame Victoria. Fait que je sais pas c'est quoi sa réputation internationale, j'ai pas réussi à le savoir. Oh non! Bon. Fait que là, en 2002, on est rendu l'année d'après, le SPVM va voir le sergent Michel Fournier puis il demande de faire une reconstitution faciale. Fait que là, il livre les informations et le sergent s'exécute. Non, mais tu sais, il fait ça. Puis l'année suivante, le résultat va être enfin finalisé, puis ça va être révélé au public. Fait que là, c'est la première fois qu'une telle chose est faite au Québec, puisque d'habitude, quand tu trouves un cadavre non identifié, il y a encore une face, puis t'as pas besoin de la faire reconstituer pour comprendre à quoi sa face ressemblait, puis la faire identifier par le public. Soit dit en passant, si vous allez checker les sites comme de la GRC pis des personnes disparues pis tout, c'est arrivé une couple de fois que je suis tombée sur des photos de faces de cadavres. Oh my god! Pour ça, Allez-y encore ouais, mais tu sais, moins. c'est parce que des fois, la police sait pas, tu sais, c'est comme, on a trouvé ce monsieur. Puis là, c'est clairement la face d'un monsieur qui est mort. Puis ils savent pas c'est quoi son nom, tu sais, fait qu'ils ont besoin du public pour les identifier. Fait que ces sites web-là, c'est pas pour les faint of heart, mais aussi, je sais pas pourquoi vous iriez voir ça pour le fun, c'était pas le fun pour tout. Donc là, on a besoin de l'aide du public, et à partir de toutes les infos médico-légales et des mesures du crâne, le sergent Fournier réussit à reconstituer une assez bonne représentation du visage, dans le sens où il y a une idée de la structure osseuse, il y a le crâne, bien sûr, mais il peut aussi avoir une certaine idée de la masse adipeuse, comme avoir une grosse face. Ah, une grosse face. Fait que, parce que les tissus adipeux laissent des marques sur les os aussi. Ben, j'ai appris plein d'affaires, c'est ça, Catherine. Fait que là, dans sa reconstitution, le sergent Fournier, il explique dans le reportage d'enquête qu'il s'est assuré de donner à Madame Victoria l'expression faciale la plus neutre possible, tu sais. Fait que pas comme, vraiment heureuse, comme en train de pleurer, tu sais, juste comme normal, pour que le monde fasse comme, ah ouais, il me semble que cette face normale-là me dit de quoi. Mais il dit il avoue lui-même que c'est presque impossible d'avoir une ressemblance tout à fait identique. Tu sais, ce que la police cherche à faire avec ce portrait-là, c'est d'avoir quelque chose qui pourrait être assez ressemblant pour mettre la puce à l'oreille à un membre du public, qui pourrait voir le visage et se dire « me semble que ça ressemble à quelqu'un que de bloc », comme dirait François Pérusse. Fait que le visage est dévoilé au public lors d'une conférence de presse du SPVM à l'automne 2003, avec les SD Raté et SD Fredericks. Et il est aussi photographié et fiché par le SPVM. Fait que la fiche est encore disponible sur Internet pour la consulter, parce que comme je l'ai dit,
je l'ai déjà dit, mais je vous regâche la fin. On sait toujours pas c'est qui Madame Victoria. Oh fait que vous pouvez aller consulter la fiche encore. Essayez de nous le rappeler parce que c'est comme quand j'écoute les Unsolved Mysteries, puis là j'arrive à la fin de l'épisode, puis là c'est comme oui mais le cas est encore unsolved, puis là je suis déçue. Ouais. Là t'es comme non! Mais on va parler de plusieurs personnes que la police a comme considérées comme des suspects potentiels. Non mais qui auraient pu être Madame Victoria, puis on va en discuter un peu. Mais bon, on le sait toujours pas. Fait que vous pouvez aller regarder la fiche puis voir si ça vous rappelle quelqu'un. Fait que là, quand la fiche est rendue publique, au moins 26 informations, c'est très précis. Au moins 26, c'est ça qu'il disait dans l'enquête. Ni plus ni moins. Minimum 26. Minimum 26, maximum, on sait pas. Fait qu'au moins 26 ont été envoyés au SPVM, qui va les valider une à une. Les informations vont mener la police aux 4 coins du Québec, dont à Châteauguay et à Kamouraska. Et là, à ce stade-ci du reportage, le sergent détective Raté a dit cette phrase magnifique que je tenais à vous citer. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a bien du monde qui ressemble à bien du monde. Je trouvais que c'était... Wow! C'est vraiment des big l'ai brain moments, là. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai ri longtemps, celle-là. Fait que là, pour citer encore François Pérusse, plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. On n'en dit pas assez des phrases qui veulent rien dire. Hey, il y a bien du monde qui ressemble à bien du monde. Captain Obvious, oui. Merci! Tabarnouche. Fait que, vu qu'il y a bien du monde qui ressemble à bien du monde, ces informations-là, ça fonctionne pas tant. Puis là, le problème avec la reconstruction faciale, là, j'ai tout écrit ça comme un paragraphe au complet en parenthèse, je sais pas pourquoi, on va voir. Fait que parenthèse, le problème avec la reconstitution faciale, j'ai eu de la misère à dire ça. Il y en a une couple, vous allez me dire, c'est que oui, on peut déduire la structure faciale de quelqu'un, mais il y a plein de données qu'on continue d'ignorer, comme, tu sais, la couleur des yeux, la forme des lèvres. Fait que, tu sais, tu peux faire comme... Si on faisait une reconstitution de la face de Babine, par exemple, comment on pourrait possiblement savoir qu'il y a une bien trop petite bouche pour sa tête? On pourrait pas. Et des beaux yeux bleus profonds comme l'océan. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse pour dire, gars, c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a bien du monde qui ressemble à bien du monde, parce qu'il y a plein de données qu'il faut qu'on déduise. Puis, tu sais, il y a aussi la question de la texture de la peau. On peut pas le savoir si la personne avait beaucoup d'acné, ou beaucoup de rides, ou si la personne avait des freckles. Ou elle allait au salon de bronzage. Ou comme plein de mouches partout en face. On sait pas, tu sais. Fait qu'à cause de ça, bon, ils ont eu 26, au minimum 26 informations, puis ils les ont toutes analysées. La plupart ne sont pas concluantes, mais il y en a une qui pique leur curiosité. C'est la piste de Kamouraska. Oh! Là, on s'en va à Kamouraska. OK. C'est beau, Kamouraska. Là, oui. Moi, je suis jamais allée à Kamouraska, puis je sais pas c'est où Kamouraska. Fait que là, j'ai entré Kamouraska dans Google, puis là, ça m'a dit... Le bas du fleuve. Kamouraska est une... C'est ça! Attends. Tu me gâches mon punch. Ah, okay. Moi, je comprenais pas c'était quoi. Avec la description de... Avec la description de Wikipédia, je comprenais rien de ce que c'était. J'ai dû aller sur Google Maps pour confirmer. Donc, ça disait « Kamouraska est une ville du comté de Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. » T'as dit ce que ça dit? C'est comme... Qu'est-ce que ça dit? C'était aussi un... Oui, c'est aussi un roman d'Anne Hébert. Mais encore, fait que ça dit selon Wikipédia que Kamouraska comporte environ 700 habitants. Ce qui, dans mon livre à moi, c'est une crise de petite municipalité. Moi, je pensais pas que c'est mini. Ça s'appelait... Mais je pensais pas que ça s'appelait une municipalité si t'avais pas 1000 habitants. Mettons, il me semble... Si t'as un conseil municipal, t'as une municipalité, là. Ouais. Ben voilà. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, ces affaires-là. C'est juste si CSI Catherine, c'est pas comme... c'est ça, West Wing Catherine. West Wing West Wing Kamouraska. West Wing Kamouraska. Oh. Je suis pas sûre de la politique là-dedans. Fait que, étant très poche en indication géographique, j'ai enquêté davantage pour, tu sais, comprendre de quoi je parle, tu sais. Fait que là, voici les précisions. Kamouraska, c'est sur la route 132, entre Québec et Rivière-du-Loup, sur la rive sud du Saint-Laurent. Ça m'aide plus à comprendre. Le comté de Kamouraska, je savais pas c'était quoi. Bon. Fait que, à Kamouraska, tiens, là, on fait un petit tour de ville. Yeah. À Kamouraska, on peut trouver une affaire qui est identifiée avec une icône de château sur Google Maps et qui s'appelle le berceau de Kamouraska. Oh. Là, quand tu cliques dessus puis tu vois les photos, c'est en fait un cimetière. J'ai fait le saut en Surprise! Je m'attendais pas à ça. Puis il y a aussi une affaire qui s'appelle Kamouraska Beach, qui doit au moins être aussi belle que Oka Beach et Laval Beach. C'est plus beau, moi, je trouve. C'est beau, là. C'est beau, Kamouraska. Ça a l'air vraiment beau. Il y a aussi le site patrimonial du Moulin Paradis, que je sais pas c'est quoi, mais ça sonne bien swell. Et c'est aussi, comme Audrey l'a dit, l'endroit où se déroule le roman Kamouraska de Anne Hébert, que bien du monde ont été forcés de lire au cégep. Il y a aussi plein de petits cafés puis des bars vraiment cute. Puis ça vaut la peine si vous allez faire la route d'arrêter pour... je pense que je suis en amour avec la ville. C'est vraiment cute. Mais
Tu fais un bon plaidoyer pour Kamouraska. Moi, ça me donne On le est goût. vendu. Je veux surtout aller voir c'est quoi Vendu. le berceau de Kamouraska avec C'est le ça. cimetière. T'as l'air sceptique, mais je suis sûre que t'adorerais ça. Juste aller passer Oui. dans la ville. Parce que c'est Probablement. littéralement juste comme une coupe de rue à côté de la 132, puis y a rien de plus. Oh. Mais c'est facile de faire le tour. Oui, ça va vite. Mais là, apparemment, c'est aussi facile de disparaître à Kamouraska. Bon. À Kamouraska, 2 personnes pensent que Madame Victoria pourrait être leur mère. Leur mère s'appelait Laurette Ouellette, mais dans le reportage, ils prononçaient ça Wallette. On va l'appeler Laurette Wallette. Je suis pas trop sûre pourquoi. En tout cas, Laurette Wallette a disparu en 1993. Donc, les 2 personnes qui pensent que Madame Victoria, c'est leur mère, c'est la fille de Laurette Wallette et son demi-frère. Fait que la jeune fille s'appelle Priscilla Michaud. C'est pas une jeune fille, c'est une femme dans la trentaine au moment du reportage d'enquête. La mère de Priscilla Michaud, Laurette Wallette, a disparu le 7 septembre 1993. Elle était âgée de 47 ans à l'époque. Donc, en 2001, elle aurait eu 8 ans de plus, puis elle aurait fité dans les catégories de vieilles personnes, de vieilles peaux énoncées par Cathy Reich plutôt. Catégorie Alors, Laurette- avec laquelle on n'est pas d'accord. Catégorie à l'article de la mort selon Cathy Reich. Et Laurette Wallette, au moment de sa disparition, il habitait dans une maison de chambre à Sainte-Hélène de Kamouraska et ses enfants étaient placés en famille d'accueil. Sa fille avait 14 ans au moment de sa disparition. Son fils, on le sait pas parce qu'il était pas dans le reportage d'enquête. J'ai jamais réussi à trouver comment il s'appelait. Fait que il était placé là, ses enfants, et Laurette était dans la maison de chambre parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Tout ce qu'ils ont nommé, c'est de la dépression. Fait qu'il y avait des gros problèmes de dépression. Fait qu'elle était dans une maison de chambre au lieu de, tu sais, être à la maison avec ses enfants. Elle pouvait pas nécessairement s'en occuper. Bon. La dernière fois qu'on a vu Laurette Wallette, elle allait chercher son courrier. Et au moment de sa disparition, ben, la région au complet avait été ratissée par la police, même survolée par des hélicoptères, mais on n'avait trouvé aucune trace de Laurette Wallette nulle part. Alors, il y a un avis de recherche qui a été issu par la Sûreté du Québec, puis plusieurs personnes se sont manifestées pour dire qu'ils avaient vu Laurette Wallette à plein d'endroits dans la ville de Québec, en Beauce, à Poénégamouk, avec le monstre du lac de Poénégamouk. Mais Laurette Wallette n'a jamais été retrouvée, pour autant. Elle était partie sur un road trip? C'est une des théories, ouais. La chambreuse, la madame qui possédait, la logeuse, pardon, qui possédait la maison de chambre où Laurette Wallette habitait, elle a dit qu'elle a déjà eu plusieurs conversations avec Laurette Wallette, où Laurette lui avait dit que si si le service social commençait à y faire du trouble à cause de ses enfants, tu sais, qui étaient placés et tout, qu'elle aimerait disparaître mystérieusement, s'arranger pour disparaître. Bon. Fait qu'il disait jamais explicitement dans le reportage d'enquête, mais tu sais, j'imagine que la thèse, c'est que elle s'est sauvée. Ben ouais, c'est ça. Elle a voulu disparaître plutôt que de se faire talonner par le service social. Ça aurait bien de l'allure. Ça aurait bien de l'allure. C'est triste. Ouais. Je sais que c'est triste. Moi, je raconte ça avec beaucoup de joie dans la voix, mais c'est triste comme histoire. C'est vraiment C'est pas vraiment le fun. tragique. Oui, ça l'est. Là, on arrive dans le bout de tout ce que je trouvais ça triste, puis je commençais à regarder les photos de personnes disparues sur le site de la GRC. Fait que là, Priscilla Michaud, si elle a contacté le SPVM, c'est parce qu'elle trouve qu'il y a une ressemblance frappante entre Madame Victoria et sa mère. Puis, effectivement, ils ont montré des photos, puis physiquement, tu sais, son visage et tout, ça ressemblait quand même assez. Il y a certaines différences, par contre. Priscilla Michaud, elle décrit sa mère comme une femme d'environ 4 pieds 11. Fait que, il avait dit entre 1m65 puis 1m72. Mais t'es bien au-dessus de 4 pieds 11, là. Ouais, 1m65, c'est moi. Je mesure 5 pieds 4. C'est ça, tu serais bien au-dessus de 4 pieds 11, effectivement. Fait que ça fonctionne pas tant que ça. Puis, sinon, elle avait, tu sais, pas mal la bonne sorte de cheveux, dans le sens où elle avait les cheveux un peu ondulés, mais bruns, puis les cheveux de Madame Victoria sont plus comme noirs, poivre et sel, tu sais. Ouais, mais en vieillissant, ça se peut... Ouais, effectivement. Ben, elle aurait eu la même corpulence, par exemple, que Madame Victoria, puis les reconstitutions faciales, ça ressemblait quand même assez. Mais cela dit, la logeuse dont je vous ai parlé, qui a parlé sur la disparition avec les services sociaux et tout, selon elle, le portrait de Madame Victoria, ça ressemble pas du tout à Laurette Wallette. Fait que c'est 2 personnes qui l'ont bien connue, ben oui. Tu sais. Puis il y en a une qui dit que ça ressemble, c'est son portrait craché, puis l'autre qui dit non, ça ressemble pas pantoute. Selon elle, c'est ça, il y a certains éléments qui ressemblent, mais tu sais, la forme du nez ressemblerait pas, puis tu sais, il y aurait des problèmes. Fait que là, personne s'accorde. Mais la forme du nez, quand tu fais de la reconstitution faciale à partir d'un crâne, t'as pas... Ouais, le cartilage tombe. Tu peux deviner un peu c'est quoi la forme du nez, mais si ton nez est large, tu sais... C'est ça, il reste plus rien. Moi, je sais pas si les gens vont voir à quel point mon nez il est vraiment long pis pointu, là.
Les gens vont pas voir ça sur ton cadavre. Non, c'est ça. Ils vont te faire un beau petit nez parfait. Sur ton squelette, pardon. Ils vont mettre un petit nez retroussé. Ouais. Fait que là, malgré les réticences de Mme Moreau, la logeuse, ben, la police accepte de faire des tests d'ADN. Ils font des tests d'ADN sur les ossements de Mme Victoria pour les comparer à l'ADN du frère et de la sœur aînée de Priscilla, mais pas de Priscilla elle-même. Je sais pas trop pourquoi. Et, ben, malheureusement, les résultats des tests sont négatifs. Oh. Mais là, malgré ça, Priscilla Michaud, elle est convaincue que c'est sa mère. Puis là, Enquête est comme, oui, mais qu'est-ce que ça va vous prendre pour être pas convaincue que c'est votre mère? Puis elle dit, ça va me prendre des preuves. Puis là, Enquête est comme, oui, mais on a des preuves parce qu'ils ont analysé son ADN. Puis là, Priscilla Michaud est comme, non, mais c'est pas des preuves pour moi. OK, c'est quoi des preuves pour toi, Priscilla? C'est pas clair c'était quoi des preuves pour elle. Puis elle avait un maudit gros accent du bas du fleuve. J'avais bien de la misère à comprendre ce qu'elle disait, mais c'était pas une preuve pour elle. Fait qu'elle était pas convaincue. Mais néanmoins, pour le moment, la police va abandonner la piste de Kamouraska. Fait que là, pendant des années, les pistes s'étiolent et le mystère entourant l'identité de Mme Victoria se fait de plus en plus épais. Puis là, en 2009, ça fait 8 ans qu'ils ont trouvé le squelette, là, faute de nouveaux indices, le dossier est fermé, officiellement, au SPVM, et le corps qui était depuis sa découverte à la morgue du bureau du coroner de Montréal, ben, le corps est enterré, fait qu'ils le prennent du bureau du coroner. Puis le docteur Paul Dionne, il a dit qu'il trouvait ça vraiment triste parce que, tu sais, il gardait le corps depuis 8 ans en attente de pistes, puis tu sais, pour faire d'autres analyses et tout, puis lui, il trouve ça très décevant qu'ils, finalement, ils n'ont rien trouvé. Il s'est attaché. Oui, il s'était attaché, Paul Dionne, il avait l'air bien swell. Fait que, il est enterré dans un cimetière à Longueuil, dans un lot qui est dédié aux corps qui sont non réclamés et non identifiés. Alors, j'ai fait une petite recherche et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui meurent et leurs corps sont non réclamés, comme des gens dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Ça m'arrache le cœur. Et leurs corps sont enterrés dans des lots dédiés aux corps non réclamés et non identifiés. Moi aussi, ça m'arrachait le cœur. Ce bout-là, j'étais comme, mon Dieu, c'est bien rendu triste, ce soir-là. Comme personne ne s'aperçoive que t'as disparu, là. Oh mon Dieu. Je sais pas, on dirait que ça me met dans un état de tristesse que j'ai de la misère à décrire. Ouais. Non, c'est vraiment épouvantable. C'est vraiment triste. Appelez vos grands-parents, dites-leur que vous les aimez. Ouais. Oui, faites ça. Pendant qu'il est encore temps. Bon. Donc, Enquête à travers la Société Radio-Canada fait un reportage sur l'affaire et le reportage paraît en 2011. Fait que ça fait 2 ans déjà que le dossier est fermé au SPVM. Et à leur demande, le coroner Paul Dionne accepte de leur montrer les archives concernant Mme Victoria, qui sont encore au bureau du coroner parce que, comme on l'a dit, il s'est attaché à cette histoire-là, mais aussi, j'imagine, parce qu'ils font juste garder les... Ben oui, les archives. Donc, non, ça permet au reporter d'enquête... Non, on enterrait le corps, fait que... Ça prend la place. Bon, Dave Darge. Fait que ça permet au reporter d'enquête de mettre la main sur des cheveux de Mme Victoria, parce que ça, il en avait gardé. Pour quelle raison veulent-ils avoir des cheveux? Me demandez-vous, qu'est-ce qu'ils font en enquête avec une poignée de cheveux? Eh bien, ils ont découvert que dans un labo de l'Université d'Ottawa, il y a une nouvelle technologie d'identification qui est en train d'être développée, celle de la mémoire capillaire. Oh! Fait que là, paraîtrait qu'en analysant les cheveux, les chercheurs de l'Université d'Ottawa pourraient en dire beaucoup sur la diète d'une personne, mais aussi sur les endroits où elle a vécu, parce que, tu sais, l'eau est traitée différemment, l'eau potable est traitée différemment dans différents endroits du Québec, et parce que, ben, son contenu en minéraux et en hydrogène va être différent dépendamment des sols. Fait que grâce à ça, on pourrait arriver à déduire à quel endroit une personne habitait dans les années, mettons, avant sa mort. Oh my god! C'est pas assez trippant, ça? Ben oui! Science! Fait que là, Enquête leur fournit quelques cheveux, qui sont démêlés avec beaucoup de difficultés et une grande minutie par les gens du bureau du coroner parce qu'ils étaient ondulés. Ils ont pris la peine de préciser ça, puis j'étais comme, c'est pas super. Il y avait des nœuds dedans. Il y avait des nœuds déjà. Puis là, à première vue, malgré le temps et la distance, il serait encore possible d'analyser les cheveux parce qu'ils sont très longs, 52 cm de long. C'est vrai que c'est long. Fait que, puisque les cheveux poussent de... Savez-vous de combien poussent les cheveux chaque mois? Oh my god. 1 centimètre? 1 centimètre? Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'à 1 cm, puis on a 52 cm, ben on a un peu plus de 4 ans de bagages et de mémoire capillaire à interpréter. Wow. Fait que même si les cheveux ont, tu sais, passé plusieurs années dehors, exposés aux intempéries, tu sais, pendant que le corps se décomposait et tout, ben il y a encore des tronçons, là, de chaque cheveu, qui sont assez en bonne condition pour les analyser. C'est vraiment génial. Mon Dieu!
Finalement, l'analyse des cheveux de Mme Victoria va s'avérer plus difficile que prévu parce que les cheveux sont abîmés, tu sais, qu'elle devait pas utiliser du Herbal Essence. Ah, ça c'était-tu, j'étais triste que je faisais des jokes plates dans mon histoire. Fait que là, ce n'est rien pour décourager les chercheurs de l'Université d'Ottawa qui vont réussir quand même à dresser un portrait assez informatif des 4 dernières années de la vie de Mme Victoria. Puis là, en juillet 2010, le chercheur Gilles Saint-Jean de l'Université d'Ottawa vient présenter les résultats préliminaires au coroner Paul Dionne et à Gilles Raté, le sergent détective du SPVM. Puis là, je me suis demandé, mais où est donc rendu son fidèle partner, Mark Friedrichs? J'ai fait une petite recherche et je n'ai trouvé aucune information. Lui aussi s'est évanoui dans la nature. Lui aussi est disparu, sans doute. Alors, si vous connaissez Mark Friedrichs, le sergent détective au SPVM, vous nous écrirez un peu de crime à gmail.com pour nous donner ses nouvelles. On espère que ça va bien. C'était frustrant en maudit comme histoire parce que, pour vrai, il y avait très peu d'informations et les gens n'arrêtaient pas de, disparaître dans la brousse à tout genre. Là, j'avais de la misère à trouver des informations sur tout dans cette histoire. Restez sur les sentiers battus, s'il vous plaît. Pour votre bien. Oui, s'il vous plaît. Allez pas arrangez-vous pour qu'on écrive des articles sur votre travail, là, Monsieur Friedrich. Pour citer les chicken swell. Reste à Maine! Reste à Maine! Oui, c'est dangereux! Fait que là, Monsieur Gilles Saint-Jean a réussi à conclure à partir des cheveux de Mme Victoria qu'elle n'était pas allée dans l'Ouest canadien, ce qui est quand même bien fun, mais qu'elle se serait beaucoup déplacée dans les 4 dernières années de sa vie, du nord du Québec vers le sud. Donc ça, c'est cohérent avec l'hypothèse qu'elle serait partie de Kamouraska pour se rendre jusqu'à Montréal. Du nord vers le sud, t'sais. Elle serait restée dans 7 endroits différents durant ses voyages. Elle serait possiblement venue au monde dans un endroit au nord de Québec, ce qui rend la piste de Kamouraska encore plus probante. Et elle ne serait jamais revenue à son point de départ dans les 4 dernières années de sa vie. Fait que c'est vraiment une migration vers le sud, passant entre 3, 4, 7 mois maximum à chaque endroit avant de bouger. Donc elle aurait, selon Gilles Saint-Jean, le profil d'une personne itinérante. Ah. Fait qu'avec cette piste... Tu sais, moi, je trouve que tout ça, ça fonctionne très bien avec l'hypothèse de quelqu'un qui aurait voulu se sauver des services sociaux, puis qui quitte, tu sais, une situation précaire, tu sais, à Kamouraska. Bon, on sait pas. Avec cette piste, enquête envoie la photo de Mme Victoria et celle de Laurette Wallet à différents foyers et différentes résidences pour personnes âgées puis pour personnes itinérantes entre Kamouraska et Montréal, mais personne ne se souvient d'avoir vu Laurette Wallet ou Mme Victoria. Oh. On sait pas. On continue à enquêter là-dessus. Monsieur Saint-Jean a aussi une théorie intrigante. Selon lui, la mort de Mme Victoria aurait été liée à un problème physique assez important. Ce qu'il pense, c'est qu'elle avait possiblement le cancer. Parce que dans ses cheveux, il peut voir des changements dans sa diète et dans la capacité de son corps à assimiler les nutriments dans la nourriture, ce qui est quelque chose qui arrive quand t'as le cancer. T'sais. Fait qu'elle serait restée 7 mois, Mme Victoria, dans la zone 5, qui correspond à la ville de Québec. Ce serait, tu sais, dans les 4 dernières années de sa vie, l'endroit où elle est restée le plus longtemps. Elle aurait possiblement été à l'hôpital pendant ces 7 mois-là à Québec. Il dit que, en plus de percevoir, tu sais, dans ses cheveux, qu'elle avait de la difficulté à assimiler les nutriments, beaucoup de changements dans sa diète, qui s'était stabilisée pendant qu'elle était à Québec, possiblement parce qu'elle était à l'hôpital. Il voit aussi qu'elle aurait eu une perte de poids très importante et très rapide à la fin de sa vie. Fait que tout ça aussi, ça pointe vers la possibilité qu'elle avait un cancer. Avec ces dernières informations, ben là, Gilles Raté, il est bien fier de lui parce qu'il se dit « Ah, moi je pensais que c'était une patiente d'hôpital, haha, j'avais possiblement très raison. » Et là... Vindicated. Oui, c'est ça. Et il est vraiment vindicated, puis il est très heureux. Puis là, il rappelle Michel Fournier, puis Michel Fournier, il dit « Oui, je pourrais faire, tu sais, une modification au portrait robot, tu sais, de manière numérique. » Maintenant, tu sais, parce qu'on est rendu en 2010, pour qu'elle ait l'air moins en chair, puis moins en santé, mettons. T'sais, fait que là, ils ont fait un portrait mis à jour. Et, étrangement, Priscilla Michaud, la fille de Kamouraska, elle avait informé l'équipe d'enquête avant même que soient réalisés les tests sur les cheveux que sa mère, Laurette Wallet, avait reçu un diagnostic de cancer de la vessie peu avant sa disparition en 1993. Fait que là, enquête entreprend, avec toutes ces informations-là, qui semblent toutes soutenir l'idée que ça aurait pu être une dame de Kamouraska, qui est partie et tout. Donc, ils entreprennent de faire passer un test d'ADN à Priscilla Michaud cette fois-ci, vu que là, la dernière fois, il avait fait son frère et sa demi-sœur. Oui. Bon. Mais là, malheureusement, c'est encore une fois non conclusif. Donc, c'est négatif. Et le laboratoire privé
que Enquête a mandaté de faire ces tests-là, probablement avec l'argent de nos taxes, parce que c'est Radio-Canada. Oh my God! Ils ont statué formellement que c'était impossible que Mme Victoria soit la mère de Priscilla Michaud. Bon. Fait que là, c'est une assez bonne preuve à notre goût? On le sait pas. Oh. Voilà. Mais j'ai de la peine pour cette dame-là aussi qui veut sans doute savoir qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Ben oui, c'est certain, mais... En tout cas, si vous avez déjà vu Laura Toilette, manifestez-vous, là. Elle aussi fait partie, justement, de la liste des personnes disparues sur le site de la GRC, là, sur disparu avec un s-canada.ca. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'autres personnes disparues qui pourraient possiblement, ou qui auraient pu possiblement être Madame Victoria. Fait que là, on entre dans le territoire bien triste, parce que c'est ici que se conclut le reportage d'enquête. C'est diffusé en janvier 2011. Ça se conclut sur un nouvel appel au public. Là, on a toutes ces informations-là sur l'état de santé de Madame Victoria, en plus de son apparence, tu sais. On a réussi à statuer aussi une fois pour toutes qu'il s'agit pas de Laura Toilette. Fait qu'on a besoin de l'aide du public pour trouver des informations puis essayer de résoudre ce cas. Fait que là, presque un an plus tard, en novembre 2011, Enquête fait une capsule de suivi et entre-temps, ils ont reçu beaucoup d'informations, surtout de la part d'ex-employés du Royal Victoria et du Allan Memorial, qui vont permettre d'élucider certaines parties du mystère, mais pas le mystère en entier, bien sûr. Ça va leur permettre de comprendre l'histoire des vêtements de bloc opératoire, des scrubs. Apparemment, selon des infirmières et des anciennes infirmières des hôpitaux, il est assez fréquent que les vêtements, comme des scrubs, des vêtements de la sorte, on appelle ça des vêtements de bloc opératoire. Donc, que les vêtements de bloc opératoire sont remis à des patients lorsqu'ils reçoivent leur congé de l'hôpital si les vêtements dans lesquels ils sont arrivés étaient trop sales ou trop abîmés. Ça peut être le cas si, par exemple, la personne est en situation d'itinérance. C'est ça. Donc, Madame Victoria aurait effectivement pu être une personne en situation d'itinérance qui rentre à l'hôpital parce qu'elle a un gros malaise, est en fin de vie, et au moment de sortir, ben son linge est trop scrap et ça pue trop, fait que là, il donne des scrubs. Voilà. Ah. Et peut-être les souliers de chipoun, on sait pas. Donc, même si elle portait des uniformes, un uniforme d'infirmière, ça veut pas dire qu'elle était une employée, elle aurait très bien possiblement pu être une patiente d'un des hôpitaux. Si elle sort, on y enlève son bracelet? Aussi, oui. Si elle reçoit son congé. Fait que mettons qu'elle reçoit son congé, qu'elle se promène dans la montagne, tu sais, qu'elle essaie de, je sais pas, rejoindre la rue, rejoindre l'avenue des Pins, puis elle se dit, OK, je vais pas passer à travers tout le stationnement, je vais prendre un petit shortcut sur le talus. Puis là, rendue au top du talus, elle a un malaise. Un AVC. Un malaise cardiaque, ouais. Ça pourrait être simplement ça l'explication. Bon, on sait toujours pas c'est qui, mais ça pourrait être ça l'explication. Ben oui. Fait que là, les informations envoyées à Enquête permettent aussi de jeter un peu de lumière sur 3 disparitions mystérieuses qui sont arrivées dans ces années-là, soit à la fin des années 90, et qui pourraient être apparentées à Madame Victoria. Fait qu'il y a 3 nouvelles femmes que ça pourrait être, à part Laura Toilette, qu'on sait définitivement que c'est pas elle. La première femme s'appelle Hélène Bédard. Elle est portée disparue depuis janvier 2000, et elle avait été hospitalisée dans l'aile psychiatrique de l'Hôtel Dieu de Québec. Ça, c'est concluant avec, l'analyse géographique et tout. Madame Bédard, elle reçoit une permission de sortie, en janvier 2000, puis elle est censée retourner à l'hôpital, mais elle retournera jamais à l'hôpital. Et là, Enquête retrace le frère de Madame Bédard, fait faire des analyses ADN, et ils reçoivent le résultat assez rapidement pour inclure dans le suivi, c'est négatif. Bon. Donc, on sait que c'est pas Hélène Bédard. Donc, si vous avez des informations sur Hélène Bédard, je vous réfère au site que j'ai mentionné tantôt, parce qu'on l'a pas retrouvé, cette madame-là. C'est là que mon cœur se brise un peu plus à chaque personne que je mentionne. J'arrête encore pas d'oublier qu'on n'a toujours pas identifié cette femme. Puis là, je suis comme, oh, salut, tu savais-tu? C'est-tu elle? Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Ok, prochaine personne que c'est pas elle. Pierrette Bouffard, disparue lors d'une tempête de neige en 1997, originaire de Lévis. Elle souffrait de schizophrénie et vivait dans une famille d'accueil. Oh. Fait que là, au moment où l'épisode d'Enquête est diffusé, ils attendent toujours les résultats des tests d'ADN. Fait que moi, j'ai continué la recherche et j'ai trouvé Pierrette Bouffard sur le site de la GRC. Donc, elle n'a pas été liée à Madame Victoria. On le sait maintenant. Parce qu'elle est encore portée disparue. Donc, si vous avez des informations sur Pierrette Bouffard, encore une fois, on vous réfère à la GRC. Et finalement, des tests vont être effectués pour savoir si Madame Victoria ne serait pas une infirmière de l'hôpital Sainte-Justine qui s'appelle Marie-Josée Boisjoli-Racine, qui souffrait de dépression et a disparu mystérieusement, disant à ses enfants qu'elle allait à un rendez-vous et ne rentrant jamais chez elle par la suite. Sa voiture a été retrouvée au Mont-Tremblant, près du chalet familial, mais le corps de Madame Boisjoli-Racine n'a jamais été retrouvé.
Donc, sa fille, à la demande d'enquête, accepte de passer les tests d'ADN, mais comme Pierrette Bouffard, les résultats étaient pas encore connus au moment de la diffusion de la capsule. Puis malheureusement, Marie-Josée Boisjoli-Racine figure aussi dans la base de données de la GRC. Donc, ce n'était pas Madame Victoria, c'est une autre femme disparue. Si vous avez des informations sur elle, je vous invite à communiquer avec la GRC. Donc, on est arrivé à la fin. On dirait que, tristement, le mystère de Madame Victoria perdure. Et comme, vous avez pu le constater, là, juste avec la chronique de suivi d'enquête, là, parlait de tellement de personnes disparues, puis ça durait juste comme 4 minutes. C'était vraiment triste. Ouais. Fait que c'est loin d'être le seul mystère qui plane, et c'est loin d'être le seul corps non identifié, ou la seule personne disparue qui a pas été retrouvée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de corps non identifiés qui sont au bureau du coroner parce que les dossiers ne sont pas encore fermés. Il y a aussi beaucoup de personnes disparues dont les familles attendent des réponses. Donc, si vous croyez les posséder, je vous rappelle que vous pouvez aller au www.disparu avec un s-canada.ca. C'est pas si vous pensez posséder les personnes, si vous pensez posséder les réponses, bien sûr. Je repensais à ma phrase, me dire. Posséder des personnes, laissez-les partir, s'il vous plaît. Vous allez y trouver... Oui, laissez-les partir, s'il vous plaît, on vous en prie. Vous y trouverez les fiches de personnes disparues, les personnes que j'ai mentionnées, et aussi des corps non identifiés comme Madame Victoria. Fait que vous pouvez aller consulter ça, voir toutes les informations que la police a à ce jour. Et, malheureusement, c'est ici que se termine la mystérieuse histoire de Madame Victoria. Oh... T'as déchiré mon cœur en plein de morceaux. Ouais. Oui, parce que c'est comme la vraie vie. Écoute, ce n'est pas un film hollywoodien et malheureusement, on n'a pas percé le mystère. C'est beaucoup plus satisfaisant quand on réussit à percer le mystère, mais là, non. Il y a plein de mystères qu'on n'a pas percés. Oh. Mais on vous rappelle par contre ce qu'on a dit en début d'épisode. Donc, si vous filez pas un bon coton, allez peut-être pas sur le site des personnes disparues de la GRC. Ça risque pas de vous cheer up. N'oubliez pas qu'il y a des choses qu'on voit qui nous changent pour toujours, fait que on est peut-être mieux de pas les regarder. C'est juste, on vous dit si vous pensez pouvoir aider, mais ce n'est pas une obligation d'aller passer votre après-midi sur ce site web. Non, non, absolument pas. Je le recommanderais à personne, en fait. C'est pas une activité super le fun! Voilà. Mais merci Catherine, c'était super intéressant. C'était vraiment triste, mais c'était très intéressant quand même. Et merci à... Marie-Pierre, de nous avoir recommandé ce cas. On espère que ça t'a plu. Alors, si comme Marie-Pierre, vous avez une suggestion pour nous, autant de cas que de café que vous aimeriez que l'on recommande à l'émission, on vous invite à nous écrire au unpeudecrime@gmail.com. Si vous aimeriez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible sur Facebook @unpeudecrime ou sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Si aussi vous avez un petit peu de temps de lousse aujourd'hui, on vous demande si c'est possible d'aller sur le site de Apple Podcast et de nous donner une note ainsi que des commentaires. Comme ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité et de grimper dans les charts et de faire grandir la communauté un peu de crime qui est déjà très belle. On vous aime beaucoup. Vous pouvez maintenant mettre des notes au podcast aussi sur Spotify, donc on vous encourage à faire ça si c'est possible, ou sur Facebook aussi, si vous pouvez recommander notre page, continuez de faire du bouche à oreille comme vous le faites déjà, vous pouvez toujours nous taguer aussi dans vos stories sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir quand vous nous dites que vous nous écoutez au travail et qu'on met un peu de joie dans votre journée, en plus de mettre un peu de crime dans votre café. Alors, n'hésitez jamais à interagir avec nous. On adore avoir de nouvelles, de vos nouvelles. Oui, on aime ça. J'aime ça avoir de mes nouvelles aussi. Alors... Moi aussi, j'aime ça. Il y a 77 personnes qui nous ont évalués sur Spotify. J'allais vérifier ça. Oh. Fait qu'on les remercie. On va tous les nommer maintenant. C'est une joke. C'est une joke, on sait pas c'est qui, c'est anonyme. 77 fois merci. Yeah, merci. Alors, okay, non, on le fera pas tout au complet. Merci Catherine et merci Mégane d'avoir été avec nous, même si c'était déprimant. On espère qu'on t'a pas trop déprimé. Non, c'est pas plus que d'habitude. Non, c'était pas le reportage d'enquête le plus joyeux pis hop la vie, là. Mais c'est vraiment intéressant, le CSI Catherine que tu nous as, n'est-ce pas? Que tu nous as montré. Moi, je trouvais ça vraiment le fun parce que justement, j'ai appris plein d'affaires sur comme l'identification des corps pis tu sais, l'analyse des os et tout, qui est un truc dont on ne parle pas. Non, d'habitude, c'est gory pis il y a plein de sang. Oui, il y avait comme 0 sang. Mais je trouvais ça fascinant qu'on puisse comme repasser la vie de cette femme-là, juste avec ses cheveux aussi. C'est fou. Mais comme de lui donner une certaine existence, puis un peu plus justement de vivant, parce que tout ce qui nous restait dans le fond, c'était son squelette, là. Je trouve ça fascinant de
Que la science nous permet de faire ça, c'est beau. De recréer notre Puis histoire. ces vieux os pleins d'arthrite et d'ostéoporose selon Cathy Rage. Ah, Cathy Rage. Comme les vieilles personnes à l'article de la mort. Non, c'est une joke. 15 ans avant qu'ils puissent prendre leur retraite. Oh, en tout cas. Ah, cette Cathy. Bon. Fait que oui, voilà. C'était triste. Puis non, allez pas sur le site de la GRC, à moins que vous pensez avoir connu quelqu'un ou, tu sais, on sait pas, là. Vous pouvez très facilement juste googler, très facilement, tabarnouche, facilement, juste googler les noms que je vous ai donnés, là, comme Laurette Wallet, puis Pierrette Bouffard et tout, puis juste voir des photos sur Google sans avoir à passer par le registre de toutes les personnes disparues. Faites ça, c'est vrai. Mais c'est quand même réconfortant de savoir que ça existe, cette affaire-là. Oui, on garde... On les a pas oubliés, on cherche encore. Non, c'est ça. C'est la preuve, justement, qu'on cherche encore puis que toute l'information est centralisée à une place. Tu sais, c'est vraiment... c'est rassurant. Et on est bien organisés. Ouais. Alors, merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été avec nous pour cette histoire cette mystérieuse histoire qui a su mettre un petit peu de... pas tant de crime, mais mettons du mystère dans votre café, comme Catherine l'a si bien dit en ouverture d'épisode. Des sciences médico-légales dans votre café. Alors... Si vous en avez assez pour aujourd'hui, on vous dit à dans 2 semaines avec une autre histoire de crime s'étant déroulée au Québec et de café. Et si, comme nous, vous êtes des amateuristes de District 31, on vous comprend et restez avec nous parce que ça va être les 2 minutes de babine. On vous dit à la prochaine. Et sinon, partner, faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe, partner? Alright, fait que là, mon chum, là, c'est l'histoire, tu comprends-tu, de Leslie qui arrive pour parler avec nos SD, tu sais. Puis là, il leur dit... C'est qui ça, Leslie? Leslie, c'est le patrouilleur qui a des beaux yeux. Oh, ok, c'est beau, je le connais pas. Il arrive à... J'ai passé trop de temps dans mon cubicule du bureau médico-légal. Il arrive, oui. saison 5, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a pété à gueule à Ben Biron avec un bat de baseball. C'est toutes des gens que je ne connais pas, mais c'est correct. Alors, Leslie, il arrive, puis il dit « Hey, j'ai une histoire pour vous, gang, il y a quelqu'un pour vous en salle d'interro. C'est l'histoire d'un gars qui s'en va chez la coiffeuse. » Puis là, Bruno l'interrompt, fait comme « Wow, c'est un homme, il va chez le barbier, il va pas chez la coiffeuse. » Puis Leslie, il dit « Effectivement. Hey, Bruno, j'étudie coiffeuse? Ben c'est ça, ferme ta gueule. » C'était le moment. Bruno, mon oncle, arrête ça. C'est en tabarnouche, Leslie? Hey. OK. Fait que là, il dit c'est l'histoire du gars qui va chez la coiffeuse. Il demande à se faire coiffer. La coiffeuse. La coiffeuse. Se faire coiffer. Il demande à se faire coiffer. Puis là, on lui lave les cheveux. On l'installe dans la chaise. Puis là, on y met comme un gel sur la tête. Puis là, la coiffeuse, elle arrive avec un lighter. Puis elle y met la tête en feu. Ben voyons donc. Comme Nicolas Cage dans Ghost Rider. Pareil! Fait que là, pourquoi il a fait ça? On s'entend, c'est un crime assez grave. Fait que c'est l'opportunité rêvée pour nos 3 mousquetaires de faire des jeux de mots. Mais c'est quoi le crime? La coiffeuse, elle a mis la tête du gars en feu. Non, je comprends, mais je veux dire, voie de fait? J'essaie de penser à c'est quoi la catégorie de crime liée à ça. Ah, ok, voie de fait, parfait. On peut pas mettre le monde en feu de même, apparemment. On peut pas mettre les gens en feu. Fait que là, nos 3 mousquetaires pensent que c'est l'opportunité rêvée de faire des jeux de mots et de dire « Ah oui, ça c'est la nouvelle coupe express, hein? » Donc ça se tape les cuisses, ça rit. Oh my god. Ça envoie les filles faire l'interro parce que ça les intéresse pas naturellement. Oh my god. C'est des affaires de bonnes femmes, ça, les coupes de cheveux. C'est des affaires de babine. C'est des affaires de bonnes femmes, pas de babine. De bonne femme, pas de babine. Babine ne veut pas s'occuper de ça. Babine avec sa petite bouche. Babine n'est pas d'une bonne femme. Fait que... si pas. Fait que Noélie puis Florence se retontissent dans la salle d'interro pour demander à la jeune femme de qu'est-ce que faire, de qu'est-ce que t'as fait ça. Ben oui, et elle de répondre de qu'est-ce qu'elle a fait ça. Parce que cet homme a agressé ma sœur il y a quelques années de ça, alors c'était une vengeance. OK. La vengeance est un repas qui se mange bien extrêmement brûlé chaud sur ta tête. C'est ça. C'est ça. Sur le barbecue. Exactement. Mais le monsieur, il est-tu mort? Non, il est correct. Mais là, il est correct? Ouais, correct, c'est un gros correct mot. Correct est un grand mot, mais on l'a amené à l'hôpital, il va s'en sortir. Puis là, on dit à la coiffeuse, ben écoutez, madame, il va porter plainte contre vous parce que c'est voie de fait grave. Mais finalement, le jeune homme, quand il apprend la raison pour laquelle cette jeune femme a porté ce geste, décide de ne pas porter plainte
pour qu'il n'y ait pas d'enquête autour de ce qui s'est passé. Fait que ça meurt, là. Et voilà, c'était le plotline. Mon Dieu. Quoi? Oui, ça finit en queue de poisson pas mal, là. Il décide, voyons donc, il décide de pas porter plainte contre la coiffeuse parce qu'il veut pas qu'il y ait d'enquête qui révèle qu'il a agressé sa sœur. Fait que ça se termine là, mais je tiens à dire que Leslie, la façon qu'il racontait ça au SD, c'était comme s'il racontait une bonne blague. Parce que ça sonnait plus comme c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar puis qui sort par l'autre. Fait que voilà. Mais c'est bien décevant, ça. Puis c'était comme le... C'est ce qui se passe aussi. C'était le plotline qui était annoncé, là, comme « Oh mon Dieu, il y a une madame qui a mis un monsieur en feu. » Puis finalement, non, c'était juste ça. Finalement, la madame a pu retourner chez elle, puis on lui demande de plus jamais faire ça, mais elle a perdu sa job. Elle a perdu sa job, par exemple. OK. Elle ne pourra plus coiffer les stars. Ben, elle va pouvoir coiffer ce monde dans une autre place, à condition qu'elle leur dise pas qu'elle fait ça. À condition qu'elle retouche un petit peu son CV, ou qu'elle ouvre son propre salon de coiffure. Ouais. Mm-hmm. Rien ne l'empêche, mais il me semble que le bras de la justice aurait dû aller plus loin que ça, parce que tu peux pas juste crisser le monde en feu. Si tu portes pas plainte, t'es correct. Mais il y a pas de plainte qui a été portée, donc si les enquêtes sont droppées, ben c'est le même. Voilà. C'est bien bizarre. C'est un petit peu anticlimatique, mais c'est le même. Ouais, je vais retourner à mon bureau médico-légal, parce que on fait pas ça. Mais voyons, c'est bien weird. Ok, parfait. Ben, Luc Dion, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu manquais-tu d'inspiration? C'est correct. Ouais, ce matin, trending dans les recherches Google, il y avait Luc Dion, District 31, fait que j'ai cliqué dessus en me disant « Mon Dieu, il est-tu mort? » Mais non, c'est parce que il a fait des témoignages dans les journaux pour expliquer la finale de jeudi. Mais moi, j'aimerais ça qu'il nous explique ça. C'est quoi cette histoire-là? Il y a bien des choses à expliquer, Luc. Il y a bien des choses à nous expliquer, là, à commencer par... Comme l'affaire des canettes. Oui, qu'est-ce qui est arrivé au petit bum? Et je tiens à dire, il y a toujours, parmi vous, chers auditeurs, il y a toujours personne qui m'a écrit pour me dire qu'est-ce qui est arrivé au petit bum avec les canettes. Je pense que personne le sait. Ou tout le monde s'en fout. Ou tout le monde s'en fout, c'est un secret. Un des deux. C'est un secret. Mais c'est donc bien weird. Ça va se joindre au panthéon des histoires de District 31 qui s'en vont nulle part, comme le petit bum avec les canettes gelées, la femme enceinte qui s'est fait abattre en plein milieu de la rue et l'homme retrouvé brûlé. Bon. Qui a vu dessus. Bon, ok. Il y a trop de plotlines dans District 31, on échappe un une fois de temps en temps. Il va aller... les plotlines qui vont aller sur... plotline. Les plotlines qui vont aller sur le site disparu de la GRC. Oh. Ouais! C'est weird, hein, mais en tout cas, si c'est parce qu'on habite au Canada, puis qu'il est allé à l'hôpital, qui est comme payé avec nos taxes, parce que je veux dire, si ça s'était passé aux States, puis qu'après ça, il fallait qu'il fasse la reconstruction faciale, là, je te dis qu'il l'aurait poursuivi sur un temps rare, la madame, pour avoir son argent. Oh oui, mais non. Ça aurait coûté une maudite fortune. Mais non, là, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Jamais le fin mot de l'histoire. Il était possiblement un agresseur. Mais on dirait que la morale de cette histoire est tu peux mettre le monde en feu si c'est des agresseurs. C'est une ce qui est bonne une morale raison. un Mais peu... clairement, la cancel culture va trop loin, là. Ouais. Fire! Mais ouais, non, ça va très loin. Je trouve ça dangereux comme message à promulguer. Écoute, dans le panthéon des messages dangereux qui ont été promulgués par District 31, on s'entend que ça fait même pas le top 5, là. Non, effectivement, parce que je veux dire, à qui c'est arrivé dans la vie, ça, de se faire mettre la tête en feu? Non, mais, oh wow. C'est arrivé à Nicolas Cage. Wow! C'est vrai, mais lui, il était correct parce qu'il conduisait sa moto pis tout était beau. Ouais, pis là, il y avait de l'air, fait que ça fait comme éteindre sa tête. Ouais, voilà. Fait que c'était ça, partner, je m'excuse, c'était un petit peu anticlimatique, mais c'est ce qui s'est passé cette semaine au 31. C'est comme toute l'histoire de Madame Victoria qui était pas mal finissant en queue de poisson parce qu'on sait pas. Mais ça, c'est correct quand ça finit en queue de poisson puis quand on sait pas. Quand c'est la vraie vie. C'est vraiment bien dit, ma phrase. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est créatif. C'est la morale de l'histoire. Des fois, on le sait pas c'est qui Madame Victoria, mais quand on écoute une émission de TV, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conclusions satisfaisantes aux intrigues. Oui, parce que cette fois-là, la réalité, on peut la manipuler. Ben oui, oui. là, je suis déçue. Là. Alors voilà, Luc Dion, on est déçus de toi. Sache-le. On n'est pas fâchés, on est juste déçus. Oh. Non, on n'est pas fâchés, on est juste déçus, effectivement. J'ai fait mon move de maman. Oui. Alors, voilà. Oh my God. C'est ce qui conclut les 2 minutes de Babine de cette semaine. Merci. Et à la semaine prochaine, partner. Merci à toi, partner. 10-4. Oui, 10-4, mon chum.